Merci. Bon, on a plein d'éléments pour poser des questions, hein. Préparez-les. Céline Bellard, malheureusement, oserais-je dire, vos premières slides, vos premières diapos, plus les images que vous allez nous présenter, vont nous enfoncer encore un petit peu plus. Donc, effectivement, j'espère que vous aurez des solutions à nous donner pour tout à l'heure. Sébastien a commencé à les amorcer, et j'espère que vous en aurez aussi. Donc, la parole est à vous et à votre présentation. Oui, enfin, effectivement, je vais un tout petit peu enfoncer... Parlez bien en face du micro, sinon on ne vous entend pas. Là, c'est mieux ? Oui ? Ok. Comme ça ? D'accord, merci. Donc, effectivement, je vais pas dépeindre une image plus positive de la situation de la biodiversité et des effets du changement climatique sur la biodiversité et les invasions biologiques. Par contre, il y a effectivement des solutions qui existent et en fait des problématiques qui rejoignent à la fois les problèmes de maladies, du climat et de la biodiversité. Donc moi, je travaille sur la biologie de la conservation dans le cadre du changement climatique et des invasions biologiques. Donc effectivement, on est actuellement dans une crise de la biodiversité mondiale avec tous les groupes taxonomiques, donc amphibiens, mammifères, les plantes, les oiseaux qui sont concernés par cette perte de biodiversité. Donc à l'échelle mondiale, c'est 26 197 espèces qui ont été évaluées après plusieurs décennies et où on a montré des tendances de perte d'abondance, de déclin de population à l'échelle de la planète. Donc c'est un chiffre qui est un peu grossier en fait. J'ai peut-être pas entendu ces chiffres. C'est quelle période ? Moins 41% ou moins 25%. Alors, c'est entre quand et quand ? Les estimations qui sont faites, elles sont depuis 1500 documentées par l'UICN sur les extinctions et les pertes d'abondance. Donc, mais avec une accélération qui est importante ces dernières décennies. Donc le même genre de courbe que ce qu'a montré Sébastien. Voilà, tout est lié, évidemment. Et donc ça peut paraître un peu loin de la préoccupation française, mais en fait en France on est le 5e pays qui héberge le plus grand nombre d'espèces menacées. Donc en termes de superficie, c'est 0,4% des terres émergées totales, ce qui peut paraître assez faible, mais on a une biodiversité qui est extrêmement riche. Donc évidemment dans les DOM-TOM, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, les îles méditerranéennes, mais également les écosystèmes alpins, les prairies, où on a beaucoup d'espèces qui sont menacées de déclin. Et donc, dans les différentes causes de perte de biodiversité, évidemment, on a le changement climatique qui est mis ici, mais en première position, c'est la perte d'habitat. Donc avec la déforestation, mais également l'usage des terres qui est fait pour l'agriculture, pour l'urbanisation, qui évidemment prend place à des territoires qui y étaient auparavant dédiés à la faune sauvage. La pollution, que vous connaissez probablement ici, avec les hydrocarbures, les plastiques. La surexploitation également, notamment dans les pêcheries, où on va avoir des quotas qui peuvent être, qui sont pas forcément adaptés pour permettre aux populations d'être suffisamment viables à terme. Et moi, la menace sur laquelle je travaille principalement, c'est changement climatique et invasion biologique. Donc les invasions biologiques, c'est aujourd'hui la deuxième cause de perte de biodiversité. 60% en fait des extinctions qui sont recensées depuis 1500, on les associe à une espèce envahissante. Donc qu'est-ce que c'est qu'une espèce envahissante ? C'est un terme qui est peut-être un peu difficile à s'imaginer là. Donc la colerpa, ici, on en a entendu beaucoup parler. Oui, avec Monaco, où elle s'est échappée et où il y a eu beaucoup de campagnes d'éradication qui ont été menées. Et je crois qu'elle est en train de décliner d'ailleurs en Méditerranée. Donc la colerpa, c'est une espèce qu'on a... C'est une algue. Voilà, c'est une algue qu'on retrouve en Méditerranée, pour laquelle on arrive maintenant donc à voir la fin de cette invasion. Et donc on a plein d'autres espèces, des plantes terrestres, des reptiles. On a le serpent brun arboricole, des invertébrés, la fourmi d'Argentine, qui est également présente sur le bassin méditerranéen, des mammifères. Le ragondin, il n'a pas toujours été là ?
Non, il y a différents types de ragondins et puis ce qui définit en fait l'espèce envahissante, c'est pas tellement le temps depuis lequel il est introduit, mais l'impact qu'elle va avoir sur l'écosystème où elle est introduite. Et donc je voulais vous présenter quelques exemples emblématiques un peu d'invasion. Donc le serpent brun arboricole. Ce qu'il faut savoir, c'est que les espèces invasives, c'est des espèces qui vont être introduites en dehors de leur aire d'origine. Donc par exemple des espèces qui viennent d'Amérique du Sud et qu'on va introduire de manière volontaire ou involontaire par l'homme, évidemment. Donc c'est toujours l'homme qui est responsable de l'introduction de ces espèces. Et qui vont avoir un impact négatif sur la biodiversité, mais également des impacts sanitaires. On a le moustique tique, par exemple, qui est considéré comme une espèce invasive, qui est vecteur de maladies. Et donc dans le cas du serpent brun arboricole, il a été introduit par l'homme sur l'île de Guam à la fin de la Deuxième Guerre mondiale par les Américains. À travers les cargos militaires en fait, qui s'est introduit de manière accidentelle. Et en près de 40 ans, on avait plus de 2 millions d'individus sur l'île. Donc, ce qui est énorme. Et ça, c'est un exemple qui montre l'inadaptation des espèces locales à un nouveau prédateur pour lesquels elles avaient développé aucune vigilance nocturne, aucun mécanisme de défense, parce qu'elles n'avaient jamais été confrontées à cette espèce. Et donc, quand nous, on apporte une nouvelle espèce comme ça, elles vont avoir des conséquences graves. Donc, sur cette île, par exemple, 12 des 14 oiseaux qui étaient présents ont complètement disparu, 2 des 3 espèces de chauves-souris, 10 des 12 reptiles, pardon. Donc, c'est un des exemples d'invasion qui permet de mettre en évidence, justement, les impacts que ça peut avoir sur la biodiversité. Un autre exemple sur lequel je vais passer assez rapidement, c'est le cancer vert qui est présent notamment à Tahiti. Donc comme vous pouvez le voir, c'est des feuilles qui sont extrêmement grandes. Et la problématique, c'est que toutes les plantes qui sont au sol ou les autres végétaux, ils ont un accès à la lumière qui est restreint à cause de ces grandes plantes, de ces grandes feuilles. Et donc on va avoir un impact qui est aussi considérable dans les îles. Donc il faut savoir que Myconia, souvent, il est présent dans tous les jardins botaniques que vous pouvez avoir. Et le fait qu'il s'échappe, donc par voie naturelle, de la dissémination, peut avoir un impact majeur. À Tahiti, c'est 2/3 de l'île qui est recouvert par Myconia calvescens. Et un exemple plus local, c'est la fourmi d'Argentine. Alors je ne sais pas si vous en avez vu dans votre jardin, par exemple. Donc c'est une fourmi qui est originaire d'Argentine, comme son nom l'indique, et qui a été introduite en France. Et elle a un territoire qui est gigantesque, c'est 6000 km de territoire. Donc ça va du nord du Portugal jusqu'au nord de l'Italie. Et c'est ce qu'on appelle une super colonie. C'est-à-dire que si on prend un individu au niveau du Portugal et qu'on le met en France, en fait, ils vont se reconnaître. Ils vont pas du tout avoir de comportement agressif entre les individus, et ça c'est leur force en tant qu'espèce envahissante, parce que ça va être des super compétitrices en fait. Et donc elles vont là où on retrouve la fourmi d'Argentine sur le sol, on ne retrouve aucune autre fourmi. Elle prend directement la place de toutes ces espèces. C'est assez petit en fait. Y a plein de particularités. Elles sont un peu rouges sur le ventre. Mais en fait, on les reconnaît surtout par analyse génétique, principalement. Oui. Et donc la problématique du réchauffement climatique et des invasions, c'est une problématique qui a émergé il y a 15-20 ans à peu près, où effectivement on sait que le lien très fort entre la distribution des espèces et le climat. Certaines espèces sont acclimatées au climat méditerranéen, d'autres aux tropiques. Et donc avec le réchauffement climatique, on voit des changements des déplacements de ces espèces envahissantes. Donc ça pose un problème, puisque avant, là où les espèces elles étaient limitées, elles avaient une barrière climatique, un hiver trop froid, des précipitations qui n'étaient pas suffisantes pour leur permettre d'envahir de manière plus importante. Le climat leur permet de franchir ces barrières, le réchauffement climatique, et donc elles se déplacent de plus en plus, notamment vers le nord de l'Europe. Donc c'est notamment le cas de la fourmi d'Argentine. Et donc nous, en tant que scientifiques, on essaye justement de modéliser
comment ces espèces elles répondent au climat, où est-ce qu'elles vont se trouver dans le futur, quelles vont être ces espèces, quelles sont leurs caractéristiques, et est-ce qu'on peut essayer d'anticiper leur impact. Oui. Plus près. Ah, pardon. Et donc ici, je vous ai montré une carte dont l'objectif est de modéliser justement l'effet du changement climatique sur la distribution spatiale d'une centaine d'espèces envahissantes. Donc on est loin du compte. Hein. En Europe, on est à peu près à 1000 espèces envahissantes. Et donc là, il n'y en a qu'une centaine. Je ne suis pas sûre de comprendre tout à fait. Qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui est rouge? Donc, ce qui est vert, c'est les zones où, pour ces espèces envahissantes, on voit une diminution de leur aire de distribution. Donc, elles vont plus se retrouver à ces endroits parce que le climat va devenir défavorable à la présence de ces espèces. Et en rouge, c'est là où le climat va devenir favorable à la présence de ces espèces. Donc en Europe, on voit notamment une remontée, en fait, par exemple, de la fourmi d'Argentine, du frelon asiatique, en raison du climat où on a de plus en plus cette remontée. Et à l'inverse, on va avoir des nouvelles arrivées d'espèces. Mais les espèces invasives, on a importé depuis des siècles de nouvelles espèces de choses. Celles-là sont arrivées par les ballasts de bateaux ou sont arrivées dans des caisses. On les a souvent importées par erreur. Enfin, oui. C'était bon. Est-ce que c'est devenu massif ce nombre d'espèces invasives depuis combien de temps? Depuis 50 ans? Depuis 30 ans? On a pu vraiment répertorier leur nombre? Oui, on arrive en fait à... Donc il y a toujours eu des introductions d'espèces. Évidemment, les premières invasions, elles sont dues par exemple aux colons dans les îles qui sont arrivés, qui ont introduit des espèces, soit à des fins récréatives, hein, pour la chasse par exemple, ou alors de manière non intentionnelle, par exemple avec le commerce. Donc les zones d'invasion qui ont été particulièrement importantes, c'est évidemment l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Australie, donc toutes ces zones qui ont des échanges commerciaux extrêmement importants. Et donc on arrive à retracer toutes ces invasions. Et de plus en plus, donc ces 30 dernières années, on voit que les zones d'invasion, elles ont changé. C'est moins. Donc l'Europe reçoit toujours un nombre important d'espèces envahissantes, mais par exemple les pays asiatiques reçoivent de plus en plus maintenant des espèces, alors que c'était pas le cas il y a 50 ans, justement parce que c'est en lien avec les échanges commerciaux et les échanges humains finalement à travers le tourisme, les déplacements migratoires, etc. Donc vous avez cité l'Australie. Moi j'ai lu qu'il y a un problème en Australie, un problème d'espèces, c'est le chat. C'est le chat. Ils ont une population de chats qui a énormément augmenté et le chat détruit tous les petits rongeurs. Donc ça fait chuter la biodiversité. Donc ils ont déjà eu des problèmes de lapins, de kangourous et de chevaux sauvages. Maintenant, ils vont lancer une campagne d'éradication du chat. Évidemment, le chat, vous savez, sur Internet, on l'a dit hier, c'est l'animal le plus représenté. Tout le monde adore les chats. Pas les Australiens. Oui, effectivement, en Australie, ils ont eu beaucoup de problèmes d'invasion, bien avant aussi la France, et donc ils sont très proactifs en termes de solutions face aux espèces envahissantes. Et le chat, dans les écosystèmes insulaires, c'est avec le rat, enfin différentes espèces de rats, les espèces les plus problématiques. Donc en France, il y a pas de campagne d'éradication à proprement parler, mais par exemple sur Port-Cros, il y a des campagnes de fertilisation des chats et aussi d'information pour les chats domestiques, de les inviter, par exemple, à pas les rejeter dans la nature, à les garder chez soi. Il y a des colliers GPS qui sont mis en place pour regarder leur impact directement, pour voir est-ce que certains comportements ont un impact plus important que d'autres. Donc il y a beaucoup de recherches qui sont faites en France et en Australie sur le chat et des campagnes d'éradication massive qui sont mises en place, mais qui ne sont pas forcément populaires, évidemment. Et en termes de solutions, donc pour les espèces envahissantes et le changement climatique, donc on vient d'aborder les campagnes d'éradication et en amont, en fait, au même titre que le GIEC, donc qui
qui a le rôle de lanceur d'alerte sur le changement climatique, les conséquences du changement climatique. Il faut savoir qu'il y a des rapports du GIEC qui sont associés aux conséquences du changement climatique sur la biodiversité. Et il y a un chapitre qui est consacré aux invasions biologiques en lien avec le changement climatique. Donc, notamment nous, en tant que scientifiques, en participant à ces rapports et en rédigeant l'état des lieux des deux menaces, ça permet de mettre en avant aux décideurs où on en est par rapport à cette menace. Donc l'équivalent du GIEC pour la biodiversité, c'est l'IPBES. C'est extrêmement récent par rapport au GIEC. Encore un terme absolument impossible, c'est-à-dire personne ne se souvient de IPBES. Ça n'a aucun impact. Quand est-ce que les gens de la biodiversité vont inventer quelque chose d'autre? Oui. Ça a démarré en 2002. C'est imprononçable. Non, mais c'est important. C'est important. Même le terme de biodiversité, je peux le dire d'un point de vue médiatique, maintenant, il commence à être entendu. Mais pendant des années, c'était du genre incompréhensible. Personne ne comprenait ce que ça voulait dire. Et le GIEC, parce qu'il a été attaqué, finalement, a son heure de gloire. Maintenant, bon, les gens savent pas toujours exactement ce que c'est, mais enfin, on l'a entendu. Mais IPBES, personne ne connaît. Oui. Mais GIEC, c'est déjà francisé, puisque c'est IPCC. IPBES, c'est pas encore francisé, donc ça n'existe même pas c'est vrai dans qu'en le jargon. américain, c'est IPPC, et ça, c'est pas très facile à prononcer non plus. Oui, effectivement, mais par contre, le GIEC, ça remonte à beaucoup plus loin. Et l'IPBES, c'est 2002, la création et l'accord des pays pour faire partie de l'IPBES. Donc ça prend du temps, il y a un temps de latence pour faire prendre conscience de la crise de la biodiversité qui est extrêmement lent. Et donc donc c'est pour ça que j'ai mis quelle solution outil de communication, parce que je pense qu'effectivement les scientifiques, ils ont un rôle de communiquer, de mettre en avant ce qu'on sait par rapport à la perte de biodiversité, pour que d'ici pas 20 ans, 10 ans, j'espère, IPBES soit connu par tous et qu'on sache à quoi ça correspond. Et de la même façon, le rapport des Nations Unies, je pense qu'il est peu connu par le grand public, mais il a une importance énorme parce qu'il correspond en fait aux pays signataires de la Convention pour la diversité biologique, où une centaine de pays se sont donc engagés à combattre les espèces envahissantes d'ici à 2020, de faire face à cette menace, donc en mettant en place plein de mesures législatives, et également des actions sur le terrain et des moyens humains. Et donc en tant que scientifique, notre rôle a été, par exemple, en 2014, donc à mi-mandat, entre 2010 et 2020, de faire un état des lieux sur les actions qui avaient été mises en place et de dire est-ce que effectivement les pays vont réussir à atteindre cet objectif de combattre les espèces envahissantes d'ici à 2020, et notamment la France. Donc la réponse est non. On n'y arrivera pas, mais par contre, il y a des progrès importants qui ont été faits en France et en Europe sur cette question, et notamment sur l'adoption de textes législatifs contre les espèces envahissantes. Donc, la Commission européenne, elle a adopté très récemment une liste de 37 espèces invasives qui donc sont interdites de commerce, de transport, d'élevage, de culture sur le territoire européen. Et donc, il y en a 22 parmi ces 37 espèces qui sont en France. Et le fait de mettre en place cette liste, donc évidemment 37 espèces sur 1000 espèces envahissantes à l'échelle européenne, ça peut paraître faible, mais c'est la première fois que ça a été fait, donc c'est déjà un progrès majeur. Elle a pour but d'être révisée tous les 6 ans et également, en cas de menace majeure, d'introduire des espèces. Donc là, on a le lien évidemment entre société, intérêt économique et écologique qui vont être confondus, parce que cette liste, au départ, elle comportait beaucoup plus d'espèces. Oui. Et pour les combattre, on ne doit pas les importer. Ouais. Ils viennent d'où? C'est quoi cette gentille petite bête là qu'on aimerait bien avoir, mais qui est invasive donc? Oui. On a deux. Alors je me rappelle plus exactement. Ça ressemble à. C'est un ragon. Je sais pas. Il y a quelqu'un qui sait dans la salle ce que c'est que cette petite bête mignonne, mais invasive? Ouais, un raton laveur. Ça ressemble à un raton laveur, mais bon, j'étais pas sûre vu qu'il était dans l'arbre.
Il y a 4 espèces d'écrevisses, il me semble, 14 plantes, donc il y a un grand nombre. Donc il ne faut pas les importer, donc il faut qu'il y ait des contrôles aux douanes. Et qu'est-ce qu'on fait puisqu'ils sont déjà là? Mais il y en a qui sont déjà là, et du coup, la France, pour le cas de la France, parce qu'ensuite il y a une législation nationale qui est mise en place, elle s'engage à mettre en place des mesures de contrôle pour limiter l'expansion de ces espèces, et donc limiter leur territoire. Et également faire du suivi, parce qu'en fait, même si elles sont déjà là, il y a toujours des introductions. Et donc, il faut quand même empêcher qu'elles continuent d'être introduites pour empêcher leur expansion. Sachant le qu'est-ce qu'on fait dépend complètement de chaque espèce a sa solution, mais on ne peut pas généraliser. Entre des moustiques, entre des vers géants dont vous n'avez pas parlé, entre voilà, le qu'est-ce qu'on fait est complètement propre à chaque espèce. Alors, en termes de contrôle et d'éradication, oui. Par contre, le fait de mettre en place des agences pour suivre, d'avoir des agents également au niveau des douanes pour contrôler les cargaisons, pour identifier, toute cette mise en place de structures, elle est commune aux espèces envahissantes, quelle que soit l'espèce finalement. Donc, il y a des choses qui peuvent être mises en place en France et à l'échelle européenne, c'est important parce que, comme vous le dites, il y a des espèces qui... Avec l'ouverture des frontières, on a des espèces qui sont dans d'autres pays et qui peuvent arriver en France très facilement. Donc le fait de mettre en place ces mesures, elles permettent de limiter leur expansion supplémentaire. Et un exemple de prévention et de contrôle dont vous avez parlé, les eaux de ballast, qui sont évidemment donc ces réservoirs ici qui servent à ajuster le poids des grands navires. Donc par exemple, on va prendre de l'eau au niveau des tropiques qui va comporter tout un panel d'espèces tropicales. Maintenant, si ces eaux, elles sont déversées en Méditerranée, évidemment, les espèces méditerranéennes, elles n'ont pas développé de mécanisme de défense face à ces menaces, et donc ça a un impact majeur. Donc la France, elle a été signataire en 2004, et c'est qu'en 2017 que le décret a été mis en place en France. Donc évidemment, il y a un temps de latence qui est important, mais maintenant, il y a un contrôle et une gestion des eaux de ballast qui est obligatoire dans les navires. Et c'est une des avancées majeures pour les invasions biologiques dans les écosystèmes marins qui est mise en place ici. Et donc on a parlé de l'Australie tout à l'heure. Effectivement, en France, on est quand même un peu en retard finalement par rapport à d'autres pays qui ont été confrontés il y a très longtemps aux espèces envahissantes. Et c'est notamment le cas de l'Australie qui met en place déjà des financements extrêmement importants, 350 millions de dollars pour la seule fourmi de feu. C'est une espèce envahissante parmi d'autres, avec des chiens qui sont entraînés pour la détection de fourmis invasives à l'espèce près, ce qui est extrêmement efficace, et des campagnes d'éradication massives. On a en Australie 80% des campagnes d'éradication qui sont efficaces. Donc il y a plein de moyens différents, il y a des pièges qui sont mis en place, des manipulations génétiques. Des manipulations génétiques qui sont de plus en plus mises en place. Elles ne sont pas encore au niveau de campagnes d'éradication massive. On a des produits chimiques, mais qui sont donc évidemment testés en laboratoire avant, qui sont ciblés pour ces espèces. Et un autre exemple de mise en place de solutions, c'est la Nouvelle-Zélande, qui est très ambitieuse en termes d'éradication d'espèces envahissantes, puisque le Premier ministre a annoncé cette année, il me semble, un objectif d'ici à 2050 qu'aucun prédateur introduit sur le territoire néo-zélandais. Donc ils ont réussi à éradiquer sur leurs îles la majorité des espèces envahissantes. Et maintenant, ils s'attaquent donc sur les 2 principales îles néo-zélandaises, avec des moyens financiers, des campagnes grande échelle, des volontaires également qui sont utilisés pour éradiquer donc ces prédateurs introduits. Donc c'est-à-dire qu'il y a des solutions en fait qui existent. C'est vraiment la mise en œuvre et la volonté finalement politique qui est derrière, qui permettra de faire face à cette menace. Merci.